m'appelle Laurie Genovese, j'ai 26 ans. Maxime Pinault, je vole depuis 13 ans maintenant. Je m'appelle Grégoire Lombardi, j'ai 19 ans, je suis au Pôle Espoir Vol Libre de Font-Romeu. J'ai gagné la finale de la Coupe du Monde en 2014 et en 2017. J'ai remporté la Coupe du Monde en 2014. Donc l'activité du parapente, c'est une voile qu'on a au-dessus de la tête. Et on la pilote avec deux commandes, gauche-droite pour tourner et puis pour piloter la voile s'il y a des incidents, des trucs comme ça. Il faut qu'on ait du vent de face. Donc il y a la pente, il y a une pente, il faut qu'il y ait du vent qui vienne sur la pente comme ça et nous on va décoller dans le trou pour permettre de gonfler la voile et ensuite décoller. Et ensuite, pour arriver à se déplacer en parapente, faire du cross-country, ça s'appelle du vol libre, il faut profiter de l'aérologie, de la météo que la planète nous offre par rapport aux ascendances, tout ce qui est air chaud, avec le soleil qui va chauffer les cailloux, qui va chauffer le toit des maisons, qui vont donner bien plus de chaleur qu'un champ tout vert et mouillé. Les ascendances et ces colonnes d'air chaud, on va en profiter pour tourner dedans, rester dans cette zone pour prendre de la hauteur et pouvoir se déplacer ensuite. Donc on prend de la hauteur au-dessus d'un champ, on va enrouler, on va monter. On va se déplacer en parapente parce qu'on a une vitesse et un plané. Une fois qu'on est arrivé plus bas, on va rechoper au-dessus d'une maison, un immeuble ou un champ ou des cailloux, reprendre de l'altitude et ainsi de suite pour se déplacer. C'est un sport où il y a des prises de décision qui sont rapides et nombreuses par rapport aux autres pilotes qui sont en l'air parce que plusieurs personnes on se déplace avec des trajectoires différentes et puis il faut faire gaffe du coup aux collisions et tous ces incidents. Donc au final c'est une activité à risque. C'est peut-être une activité à risque parce qu'on ne contrôle pas tout. On contrôle pas mal de choses mais pas 100%. Et après c'est ça qui est cool dans l'activité. Tout au long de ce reportage, les interlocuteurs parleront de risques tactiques et de risques physiques. En effet, on parle de risques tactiques uniquement en compétition. Il s'agit du risque que va prendre l'individu pour obtenir un résultat, une bonne place dans le classement. Il est beaucoup plus fréquent, mais n'a aucune conséquence directe sur le sportif. Le risque physique, lui, a des conséquences beaucoup plus graves. Il peut directement impacter la santé physique de l'individu et conduire à des fractures ou des chutes lourdes de conséquences. Ce risque ne conduit à ces résultats que dans un pourcentage beaucoup moins élevé que le risque tactique, on cherche avant tout à l'éviter. Les pratiquants de parapente, ils ont un regard sur l'activité qui est bien moins risqué. Des gens qui ne connaissent pas l'activité, ils voient le parapente en se disant oh, c'est un sport extrême, ça va vite, vous êtes haut dans le ciel, dans le haut du sol, et c'est dangereux. Mais un pratiquant de cette activité, les risques qu'il va percevoir, ils sont différents. C'est des risques quand la voile elle va bouger, quand elle risque de fermer, et du coup là ça peut être chaud à piloter, et du coup là il y a un risque physique qui peut arriver. Par contre, de décoller et d'être en vol tranquillement et aller poser le matin dans des conditions calmes, le risque, il est présent, mais il est contrôlé et pas très important par rapport à d'autres conditions qui peuvent être plus complexes. Vous l'aurez compris, le parapente est un sport complexe qui nécessite une certaine connaissance du milieu et où la moindre erreur peut être fatale. Mais alors qu'est-ce qui motive les individus à pratiquer ce sport qu'ils jugent eux-mêmes risqué ? Pourquoi prennent-ils telle ou telle décision ? Peuvent-ils être influencés par une source externe ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Attention, c'est parti. Pour Maher, en 1984, la motivation représente un type particulier d'investissement personnel de la part des sujets dans une tâche ou dans une activité physique et sportive. Qu'est-ce qui alimente depuis toutes ces années ton désir de voler ? On aura chaque jour des conditions différentes, on découvrira de nouvelles choses. La progression elle est sans fin, en diversifiant les pratiques, faut déjà vraiment un gros niveau d'expérience pour réussir à se dire qu'on est bon dans tous les domaines. Donc c'est de toujours avoir des choses à apprendre, je pense, qui me fait continuer et qui me motive à voler.
D'après le témoignage de Laurie Genovès, sa motivation se traduit par un besoin de compétences défini par Deci et Ryan en 1985 comme la nécessité de développer ses capacités et interagir avec son environnement. Ainsi, Laurie se sent compétente lorsqu'elle se fixe des buts de maîtrise correspondant à une recherche de progression constante plutôt qu'en se fixant des buts qui impliquent son ego. Quand tu voles, tu as envie de contrôler ce qui va t'arriver. Du coup, tu te fais des scénarios, tu essayes de lire la masse d'air, mais tu es obligé de te dire quelque chose dans la tête pour pouvoir évoluer et avancer. Parce que si tu ne dis rien et tu essayes de ne pas contrôler ton futur, et ben c'est trop complexe en parapente et puis tu vas pas arriver à faire une bonne performance. De plus, avec les autres, quand tu es avec plusieurs personnes, des copains ou des gens que tu connais pas leur niveau, tu prends des marges supplémentaires pour pas se percuter et du coup faire des accidents et avoir un risque physique. Grégoire fait référence à la théorie de l'autodétermination, c'est-à-dire que le comportement de l'individu est motivé par le besoin de se sentir compétent et d'être à l'origine de ses propres comportements. 3 théories s'articulent autour de cette analyse que définissent Deci et Ryan en 1991. Tout d'abord, la théorie de l'évaluation cognitive. Ensuite, la théorie de l'orientation à la causalité. Ce serait un individu qui chercherait à contrôler son environnement par son propre comportement, comme nous le définit Grégoire. Et enfin, la théorie de l'intégration de soi, qui correspond aux changements de comportement de l'individu qui sont liés à des processus qui lui sont propres et non à cause de facteurs externes. Dans une situation donnée, aurais-tu tendance à rester sur tes gardes ou foncer dans l'inconnu ? En général, moi, j'aime plutôt foncer dans l'inconnu que rester sur mes gardes. Donc ça, je pense, c'est plus une question de tempérament. Après, dans l'inconnu tactique, dans l'inconnu où je risque vraiment de prendre des risques physiques inconsidérés, là, je joue plutôt en recul. On essaie de se mettre le moins possible dans le rouge en termes physiques. Après, en termes tactiques, c'est autre chose. Après, quand il y a besoin de s'engager un peu plus, il faut vraiment y aller en connaissance de cause et puis en étant hyper concentré. La métaphore utilisée par la championne décrit finalement son état motivationnel. Ainsi, selon Apter en 1982, Laurie est un individu à dominance paratélique, qui recherche les hauts niveaux d'activation avec des comportements ludiques et spontanés. Néanmoins, lors d'une situation qu'elle juge risquée, elle cherchera un engagement moteur sécuritaire qui correspond au sujet télique. En effet, ces états motivationnels ne sont pas stables et un sujet oscille continuellement de l'un à l'autre. Ce qui me motive à prendre de tels risques, des fois, c'est aussi en compétition par exemple. Il y a les autres, il y a le classement, et du coup on pense un peu moins au risque et on pense surtout à la place, aux bénéfices que tu vas avoir à faire cette action. Par exemple, un podium, tu vas penser moins au risque, même s'il peut être plus important parce que tu prends plus de risques pour aller chercher la place. Mais le bénéfice que tu gagnes, le plaisir que tu as, il est assez important parce qu'un podium, tu as quand même un résultat derrière, quelque chose. Tu prends un risque, mais tu as un bénéfice derrière. Du coup, le risque en vaut la chandelle à des moments. L'expérience que nous décrit Grégoire se réfère au terme psychologique d'acceptation et de valence qu'utilise Atkinson en 1957. Il définit donc ces 2 termes comme la tendance à rechercher le succès dans une tâche. Elle est proportionnelle au produit de la probabilité subjective du succès, c'est l'acceptation, et de la valeur incitative du succès, c'est la valence. Au décollage, peux-tu être influencé par un groupe qui décide de décoller malgré des conditions pas top ? Oui, on est forcément influencé en compétition par ce que font les autres. Après, des conditions pas top, soit ça va être des conditions faibles où du coup le risque tactique c'est de poser avant le début de la manche. Et après ça peut être des conditions fortes, ventées, compliquées, où du coup là le risque va pas être tactique mais physique et où du coup on risque de se mettre dans des conditions où ça va être compliqué de gérer la voile. Forcément ça influence et en général on prend assez facilement la décision de se mettre en l'air à partir du moment où des pilotes sont déjà dans le ciel. Les travaux de Stoner en 1961 sur l'influence de groupe ont montré que les décisions prises collectivement pouvaient aboutir à des choix bien plus risqués que si ces décisions avaient été prises individuellement par chacun des membres de ce groupe.
Il appelle ça le phénomène de polarisation collective. C'est pour ça d'ailleurs que Laurie nous dit qu'elle est bien plus influencée quand elle est dans un groupe et que forcément c'est plus difficile de prendre la bonne décision. Pour conclure, les sources de motivation sont nombreuses dans ce sport. Du désir de gloire à celui de crainte ou encore d'euphorie, le parapentiste est fortement impacté au niveau de ses prises de décision. Il faut par conséquent être conscient de tous ces aspects pour ainsi pouvoir profiter pleinement de ce sport, à la fois impitoyable et extraordinaire. Alors surtout, prenez le temps de réfléchir, soyez prudents et bon vol.